Storybox Audio. Storybox Audio. Storybox Audio. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission sportive, La Ligne Médiane. La Ligne Médiane est à suivre tous les dimanches à partir de 20h45, uniquement sur Star 5 TV. Dans ce studio ce soir, on va parler des matchs de retour de la Ligue des Champions dans la première partie et enfin se projeter dans la deuxième partie vers cette finale qui s'étend vers l'horizon, cette finale qui oppose le Manchester City à l'Inter de Milan. Et nos spécialistes du soir sont Kamara Ibrahima Sori. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Souma, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée. En forme? Bien, et toi? Ouais, pareil aussi. Et Bali Bademba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Souma, bonsoir à nos téléspectateurs. J'espère que tu n'as pas croisé un Bangoura sur la route. Non, jamais. Storybox Audio. Dans cette première partie, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'élimination de l'AC Milan, ce deuxième club le plus titré de la Ligue des Champions après le Real Madrid, qui d'ailleurs a fait 16 ans sans mettre les pieds dans les derniers carrés de la Ligue des Champions, vient de se faire éliminer par son voisin Inter Milan. Alors, est-ce que, Kamara, on peut dire que cette campagne de Ligue des Champions a été une réussite pour ce club milanais? Oui, ça a été reçu pour les interistes, mais pour les Milanais, on ne peut pas dire que c'est une réussite. Ce club a franchement cravaché pour essayer de tirer son épingle du jeu, pour ne pas se laisser distancer par son voisin qui avait déjà pris l'avantage sur le cours du jeu dès les premières minutes, parce qu'on avait vu des joueurs qui avaient fait des réactions très symptomatiques à la 5e minute, avec Théo Hernandez qui a vu sa lourde frappe fuir le cadre d'un rien, et ça c'était des problèmes qui ont commencé à faire trembler cette formation des interistes. Mais voilà, ils ont su quand même résister. Juste après un quart d'heure, ils se sont retrouvés, ils ont posé balle à terre pour essayer de jouer les contres, occuper les espaces qui étaient laissés par cette formation d'AC Milan, qui est considérée comme la deuxième formation la plus titrée au compte de cette Ligue des Champions, juste après le Real Madrid avec 8 titres dans son palmarès. Et Bali Bademba, êtes-vous de même avis que Kamara, que cette campagne de Ligue des Champions a été une réussite pour l'AC Milan? Pour l'AC Milan, nous allons dire que d'une part, on va dire que c'est une réussite parce que voyant que ça fait des années que le Milan AC ne participe pas de cette Ligue des Champions. Et si au moins cette année ils sont allés jusqu'au niveau le dernier carré de cette Ligue des Champions, nous allons dire que le Milan AC commence à retrouver ici ses performances, ses automatismes au niveau de la campagne de la Ligue des Champions, parce que comme il a si bien introduit ici au niveau de leur parcours, en disant qu'ils sont le deuxième club le plus titré de la Ligue des Champions par rapport à d'autres clubs. Et si nous prenons Man City, on n'en va pas en parler là-dessus. Mais quand même, par rapport à ce match-là, on va dire que le Milan AC au moins a pu tenir. Mais le fait qu'on les a battus au match aller 2-0 et le match retour 1 but, là, on va dire que peut-être ils n'ont pas eu la chance de remonter ici ces 3 buts. Oui. Avec cette défaite de 2-0 sur le match aller et 1-0 sur le match retour. Donc, si on cumule les deux matchs, on a 3-0. Alors, monsieur, dans quel secteur de jeu le AC Milan a pêché selon vous? Oui, ça avait pêché presque à tous les niveaux. Au niveau de la défense, au milieu de la ligne médiane, au niveau de la ligne offensive. Précisément, dans quel secteur ça n'a pas marché? Parce que quand on regarde le score, au match aller, ils n'ont pas pu marquer. Et aussi, même au match retour, ils ont encaissé encore de plus. Au match retour, disons que c'est au niveau
de la ligne médiane offensive. Ah, la ligne offensive. Parlons okay. de la ligne offensive d'abord, parce que là, ils ont été inertes, ils ont été carrément muets, ils n'ont pas pu réagir, ils n'ont pas pu marquer même un seul but pendant 90 minutes de jeu. Et la défense s'est montrée très poussive, parce que c'est de ces erreurs, voilà, que l'unique but de la partie est arrivé de la part de ce joueur, voilà, interiste, dont Lautaro Martinez. Voilà, Lautaro, à la 73e minute, il a marqué qui a ce sonné but. le glas pour permettre à sa formation de retrouver le chemin défilé pour voilà, le 10 juin 2023 en Istanbul. En Istanbul. Dans quel secteur Bali Bademba pour que le AC Milan a pêché réellement? Parce qu'un club comme AC Milan ne peut pas faire 2 matchs sans marquer de but. Encaisser encore 3 buts encore sur les 2 matchs. Ouais. Oui, Souma, nous allons dire cela, mais vous savez que la Ligue des Champions, c'est une configuration qui ne dit pas son nom, parce que ce sont des matchs de haute qualité. Donc, à chaque fois que vous jouez, vous gagnez d'espérance là-dessus. Mais je vais dire, parce que si nous prenons ici les éléments qui composent ici l'AC Milan et Inter Milan, nous allons dire que ce qui n'a pas marché sur les Milanais, on va dire que quoi? Parce que si nous prenons ici leur système de jeu qui compose ici 4-2-3-1, donc c'est pas tout facile pour aller rehausser leur niveau de vie au niveau de la ligne d'attaque pour marquer, pour égaliser ces 2 buts. Pourquoi je le dis? Parce que imaginez si on met un seul attaquant, Giroud, qui est devant, pour essayer d'égaliser ou bien d'essayer de vaincre ici 4 défenseurs au niveau de l'équipe adverse qui est Inter Milan, donc c'est pas tout facile. Alors si nous arrivons à se projeter là-dessus, est-ce que réellement ils en avaient les joueurs capables lors de la première mi-temps pour marquer ces buts? Ouais. Moi je me pose cette question parce que la première mi-temps ils avaient eu beaucoup d'avantages, ils avaient beaucoup de possibilités, c'était au fait beaucoup d'opportunités. Oui, vous savez, Kamara, qu'est-ce que je vais dire concernant Milan AC, leurs joueurs qui donnent de plus, ils en ont des joueurs, bien sûr, on va dire. Mais Théo Hernandez, leur capitaine, c'est le joueur qui a plus de jambes dans cette équipe milanaise au jour d'aujourd'hui. Et parce qu'on a vu le joueur portugais était blessé. Mais qui a fait son rentrée dans bien sûr, bien sûr. Là, on va dire que par comportement, si nous prenons ici le Milan AC, nous allons dire que commencer ici de la défense au niveau du milieu jusqu'au niveau de l'attaque, nous allons dire que ces 3 comportements-là ont péché grave. Oui. Donc ces 3 comportements ont péché gravement dans cette rencontre. Oui. Et nous allons nous intéresser un peu à ce club interiste. Oui, oui. Alors, quelle est votre analyse sur le match des hommes de Simone Inzaghi? Ils ont livré une prestation XXL. Ils se sont montrés très forts vis-à-vis de leurs voisins. Ils ont assuré le match aller et le match retour. Ils se sont montrés très présents malgré quelques lacunes qu'on avait constatées dans l'animation du jeu de cette formation des interistes. Mais les hommes, les poulains, voilà, d'Inzaghi se sont montrés et quand même très très combatifs. Ils étaient à la hauteur. Ils ont su, efficaces. Ils ont su quand même limiter tout, en tout cas bloquer les assauts de cette formation des Milanais qui n'a pas su quand même faire beaucoup de choses pour marquer le but d'égalisation. Et vous, quelle est votre analyse sur cette rencontre des hommes de Simone Inzaghi? Je vais dire qu'ils ont eu la philosophie de jeu contre ici le Milan AC, parce que déjà ils ont pu les contenir le match aller en le battant 2-0 et qu'ils ont continué sur la même lancée pour ne pas que ici les Milanais puissent avoir ici de l'espoir pour égaliser ces 2 buts et augmenter encore les buts, parce que pourquoi je le dis, presque il a gardé la même formation pour jouer contre ici les Milanais. Quand je prends par exemple Onana qui répond au jour d'aujourd'hui au sein de ce club très très bien, c'est presque il figure parmi les meilleurs gardiens du Serie A, je vais dire comme ça, vous comprenez. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui ils en ont des grands joueurs. Nous avons vu que le match aller, les buteurs Mkhitaryan et si nous prenons ici Dzeko, donc oui, ce sont des personnes qui ont montré leur prestige du match aller, le match retour. On a vu qu'il n'y avait pas, Lukaku n'avait pas participé ici le match aller. Il avait fait son rentrée au cours de la rencontre. Le temps était minime pour lui par rapport au deuxième match. Sa rentrée quand même a été un peu, disons,
prolifique, puisqu'il avait été à la base de l'unique but. Oui, bien sûr, parce qu'il a été le passeur. Il a été le passeur décisif ici pour Lautaro Martinez pour marquer le but à la 73e minute. Il y a trop de questions qu'on aimerait se poser sur cette rencontre, mesdames et messieurs. Mais on va enchaîner avec cette deuxième rencontre qui opposait le Manchester City au Real Madrid, aux Espagnols de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, j'allais dire, mesdames et messieurs. Alors, ce club madrilène qui a été époustouflant au match aller et aussi qui a su maîtriser les hommes de Pep Guardiola sur le score de 1 but partout, mais aussi médiocre sur le match de retour avec un milieu vieillissant. Est-ce la fin d'un cycle du côté des Madrilènes, Camara? Oui, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Est-ce la fin du triomphe du Real Madrid depuis ces 10 dernières années? Le Real Madrid qui a toujours trôné au niveau de cette compétition aux grandes oreilles. Mais sauf que cette fois-ci, sur la pelouse, ça a été une très grosse défaite que cette formation a enregistrée pendant 90 minutes. Le tenant du titre n'a pas pu faire quelque chose pour changer la donne. Et c'était très grave. On a vu les Citizens à travers Erling Haaland, voilà, qui a commencé à prendre ses responsabilités dès les premières minutes de cette rencontre. On dit après plusieurs tentatives lointaines, Erling Haaland passe tout proche d'ouvrir le score, mais bute sur une intervention réflexe de Thibaut Courtois à la 13e minute. Donc franchement, il y avait des situations qui étaient très dangereuses pour le Real Madrid et profitables, voilà, à cette équipe des Citizens. Avec ce milieu vieillissant, avec Toni Kroos qui bientôt va aller à la retraite et Luka Modric ajouté à ces deux vieux, un jeune Valverde, est-ce la fin d'un cycle du côté des merengues? Moi, je ne vais pas dire comme ça parce que quand nous prenons Marca la dernière fois, je suivais une émission qui parlait ici de la situation de ces grands joueurs. Vous savez, les grands joueurs ne meurent jamais. En tant qu'ils sont sur cette pelouse, ils vont montrer de quoi ils sont capables. Et l'expérience joue beaucoup, beaucoup. Parce que n'oublions pas, la saison passée, nous avons vu Luka Modric, ce qu'il a fait aux Citizens. La passe d'ici qu'il a donnée, extérieur du pied, qu'il a donné donc à Rodrigo. Rodrigo a pu réaliser ce but. Ce qui fait qu'on ne va pas dire que c'est la fin. Parce que n'oublions pas que le Real Madrid, dans ces 10 dernières années, on va dire que le Real Madrid occupe une grande place. Et si au jour d'aujourd'hui que les Citizens arrivent à les battre à un score 4-0, je vais dire que c'est une façon de comprendre réellement que le Real Madrid n'est pas à l'agonie, mais plutôt c'est la loi du football et aussi la Ligue des Champions, c'est tout un autre match aussi. Le Real Madrid n'est pas à l'agonie, mais le score de 4-0, quand on est Real quand même, ça fait mal. Oui, bien sûr, on va dire comme ça, mais n'oublions pas, je vais vous rappeler quelques histoires. Hein. Si vous prenez par exemple, le Real a joué contre Bayern Munich en 2014, si vous prenez cela, on a battu les Bavarois ici à 4 buts. Et si nous prenons encore la dernière Ligue des Champions ici 2022, et si nous prenons cela, nous allons dire quoi encore? Parce que les Madrilènes ont battu 6 buts à 5. Ici, les Citizens. Donc, s'ils arrivent à marquer au Madrilène, c'est ce qu'on appelle, s'ils arrivent à marquer 4 buts à 0 au Madrilène, on va dire c'est une manière de retrouver ici leur revanche vis-à-vis au Madrilène. Une manière de retrouver leur revanche vis-à-vis des Madrilènes. Si vous étiez à la place de Carlo Ancelotti ce soir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Franchement, Carlo Ancelotti, avec sa défense, avec les Kamavinga et autres joueurs qui étaient alignés, ont su quand même donner le potable en matière de football pour contrecarrer les offensives de cette formation de Citizens, mais c'était trop fort pour eux. Et donc, défensivement, je pense que Carlo Ancelotti a un peu péché en osant. Il a osé. Il a sacrifié certains joueurs qui devaient être sur la pelouse, mais malheureusement... Comme Rudiger, par exemple, voilà, vous donnez raison. Rudiger qui a pu tenir le match aller. Justement, vous parlez de Rudiger. On va enchaîner avec ce joueur allemand. Oui. Vu la prestation de Rudiger sur le match aller, est-ce qu'il était judicieux de le
le mettre sur le blanc au profit de Militao? Au banc, ouais, bah, moi je vais dire que non, ce n'est pas du tout judicieux par rapport ici à l'initiative donnée ici par Carlo Ancelotti vis-à-vis de ce joueur remarquable qui a commencé à s'adapter ici au système madrilène, parce que si nous voyons la dernière fois à notre émission, vous avez parlé de la question, est-ce que c'est l'arme fatale ici contre Erling Haaland? Erling Haaland. Donc je vous ai dit que oui, bien sûr, mais si l'entraîneur a risqué de ne pas dire, de ne pas donner raison ici à Rudiger, on va lui laisser parce que c'est le chef suprême des Madrilènes. Mais je vais dire que Rudiger avait sa place dans ce match. Est-ce que dans ce match, on n'avait pas besoin d'un joueur qui pouvait aller mettre un coup de pied à certains joueurs citizens? On en avait certainement besoin, mais le choix du coach prime parfois sur le choix collectif, le choix du staff technique. Technique, oui, bien sûr. Technique, hein, voilà, ça prime parfois et c'est ce qui a été fait du côté du Real Madrid. Ancelotti a préféré un système de jeu qui a coûté de la quinine à cette formation des Madrilènes. Et voilà, le résultat à l'arrivée, c'était en faveur de cette équipe des Citizens qui avait tant rêvé de prendre leur revanche sur cette formation des Merengues. Et voilà, c'était ça. On se souvient de l'année dernière, l'élimination triste des Citizens. Oui. Mais cette année, le Manchester City de Pep Guardiola a su relever la tête et gagner ce match retour face aux Merengues. On va parler maintenant des hommes de ce grand entraîneur espagnol. Que direz-vous de la prestation de 5 étoiles des hommes de Pep Guardiola? Je vais dire Pep, c'est un magicien, un technicien magicien pour le football mondial au XXIe siècle. On va dire cela, mais j'avais dit quelque part, je vais me rattraper parce qu'en 2014, contre Bayern contre Real Madrid, c'était 5-0. Le Real Madrid avait battu ici Bayern Munich. Et je vais revenir sur votre question. Et concernant cela, ils ont apporté c'est-à-dire de l'effort fourni ici par ces joueurs et aussi de Pep Guardiola, parce que il a très bien analysé l'année dernière de ce qui s'est passé parce qu'il a été victime. Il a été victime. Mais il a été victime de quoi? Victime de quoi? Parce que les changements qu'il a opérés l'année dernière, cette année, il a corrigé catégoriquement là-dessus pour ne pas le faire. Par exemple, si nous prenons Bernardo Silva, oui. L'année-là, c'est un joueur qui est utilisé par Pep Guardiola, donc qui marque beaucoup et aussi qui donne de l'espace ici à ces joueurs. Et deuxième fait aussi, si nous prenons par exemple la position ici de l'équipe de Pep, l'entrejeu contre le Real Madrid, nous allons dire qu'ils ont beaucoup apporté parce que le système était très très fort vis-à-vis ici des Madrilènes et les Madrilènes n'ont pas pu résister à ces assauts de ces Citizens. Vous comprenez donc Pep a mûri et qu'il a appris beaucoup de choses. À l'instant, Baliba Demba disait que Pep Guardiola a été victime de ses propres choix l'année dernière et cette fois-ci, Pep Guardiola a essayé au moins d'éviter ces erreurs. Vu qu'il a été critiqué sur ses choix au match aller, l'Espagnol est resté fidèle à ses idées au match retour en gardant le même 11 de départ qu'au match aller. Est-ce la preuve pour vous de sa folie ou bien de sa grandeur, de garder le même 11 encore? Il a montré quand même, il a fait preuve de grandeur parce que dans le siège de Jack Grealish, Bernardo Silva, de Erling Haaland qui se sont montrés très capables, très efficaces. Voilà, on a vu des axes, quand même ils ont mené des offensives très prolifiques. Oui. 4 buts. Je pense qu'il faut avoir quand même un peu de pitié pour encore, les Madrilènes non, pour Pep Guardiola, pour encore lui adresser en tout cas quelques critiques vis-à-vis de son système de jeu, disant qu'il a en tout cas choisi la même équipe pour aller rivaliser cette formation des Madrilènes. Le score lui donne parfaitement raison. Et si ça foirait un peu? Est-ce que nous allons dire qu'il a démontré sa grandeur ou bien sa folie? Le fait de garder ce même 11 encore. Oui, vous savez, en matière de football, le football a ses raisons que d'autres personnes ignorent. Pourquoi je le dis? Parce que c'est l'entraîneur qui connaît ses propres joueurs. Ce n'est pas d'autres personnes qui peuvent venir juger à sa place. Pourquoi je le dis? Parce que c'est lui qui effectue tout ce qui est entraînement, tout ce qui s'ensuit moralement. Il est avec ses poulains. Oui. Donc, ce qui fait que quand nous voyons qu'il a aligné les mêmes 11, c'est qu'il a beaucoup travaillé avec ses joueurs. Il les connaît parfaitement. Il les connaît parfaitement par cœur. Il a confiance en eux. Oui. Il a bien su qu'il a confiance en eux. C'est que je veux dire.
On sait que Pep Guardiola et ses hommes ont gagné sur un score fleuve. Oui. Là, quand même, le résultat lui donne raison. Et s'il avait perdu cette rencontre... Ça, j'en viens. Vous savez, un entraîneur, c'est celui qui a la capacité de réflexion, de comprendre le système de jeu de son équipe et l'équipe adverse. Vous comprenez? Et je vous ai rappelé, depuis le 26 avril, contre Arsenal, l'équipe qu'il a mise en place là, pour jouer contre Arsenal, il a remporté la victoire. Donc, il a aligné la même équipe contre le Real Madrid en match aller. Et le match retour, c'est la même chose. Seulement, ce qu'il a apporté, c'est le changement qu'il a pu mettre en place. Phil Foden, pour faire entrer Phil Foden et l'attaquant argentin qui est champion du monde. Mais la rentrée de ces joueurs a trouvé que le match est déjà acquis. Bien sûr, on va dire comme ça, mais vous savez, tout joueur quand même est là pour montrer à l'entraîneur de quoi il est capable, vous comprenez? Parce que la dernière fois, vous en parlez ici de Riyad Mahrez pour dire que pourquoi laisser Riyad Mahrez sur le banc et faire placer Grealish ou Bernardo Silva à leur place. Tout à fait raison, parce que déjà les joueurs ont montré de quoi ils sont capables sur le terrain et ils ont l'air génie. Kevin De Bruyne, n'oublions pas, le joueur là, cette année là, il s'est blessé moins, donc ce qui fait que les Citizens se portent très bien. Kevin De Bruyne n'est pas le seul génie sur le terrain du côté des Mancuniens. Il y a d'autres génies aussi, comme Bernardo Silva. Que pensez-vous du match de ce Portugais? Oui, je disais que Bernardo Silva était presque dans le même sillage que Jack Grealish. Voilà, ils ont mené des parfaites contre-attaques et puis ça a permis à Erling Haaland de marquer son... Ça allait permettre, voilà, parce que le but n'a pas été marqué suite à une magnifique tête du gardien de but qui a levé cette belle volée. Voilà. De ce jeune joueur Erling Haaland qui est en train de battre les records. Donc Grealish, il avait quand même cravaché, il avait fait assez de choses pour porter très haut cette formation des Citizens et que le résultat était là, ça portait. Malgré qu'il il n'a pas réussi à marquer même un seul but. Mais il a fait souffrir Kamavinga. Parce qu'il a donné un carton jaune à Kamavinga. Mais c'est Bernardo Silva qui a donné la victoire à Pep Guardiola en marquant 2 buts. Que pensez-vous de sa prestation? Oui, je dis que c'est une prestation assez clinique. Il a une prestation qui a su toucher tous les supporters des Citizens. Et puis le résultat n'a pas manqué, Souma. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre première partie. On se retrouve juste après une courte pause dans la seconde partie. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans votre émission sportive, la ligne médiane. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler de cette finale qui s'étend vers l'horizon. Cette finale qui va opposer les hommes de Pep Guardiola à ceux de Simone Inzaghi. Camara, que pensez-vous de ce stade-là où va jouer cette finale? Oui, c'est un grand stade d'une capacité de 75 000 places construit dans le cadre de la candidature de la Turquie pour l'organisation des Jeux Olympiques et qui a continué à accueillir les matchs nationaux de la Turquie. Et ce stade est situé dans le quartier Başakşehir. Et là, ça a été l'un des stades qui a accueilli l'un des plus beaux matchs de la Ligue des Champions en 2005 entre Liverpool et cette formation d'AC Milan. Ça a été considéré franchement comme le miracle d'Istanbul. Une victoire des Reds au tir au but après avoir été mené 3-0 à la mi-temps. Considéré comme l'un des retours les plus sensationnels de l'histoire du football. Et donc, par rapport à ce stade, c'est ce qu'il faut retenir, Souma. Bali Bademba, une copie conforme livrée par les hommes de Simone Inzaghi au match retour de cette demi-finale. Avec cette forme, pensez-vous que les hommes de Simone Inzaghi ont une chance face à Manchester City lors de cette finale? Souvent, je vais dire que peut-être il faut juste être un peu perplexe là-dessus. Pourquoi je le dis? Parce que
N'oublions pas que les un Citizens... peu perplexe. Oui, Oui, oui. pourquoi je le dis? Parce que les Citizens, ils ont éliminé ici les champions de la Ligue des Champions, vous comprenez, hein? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Citizens se retrouvent pour la deuxième fois de leur histoire en finale de la Ligue des Champions en 3 ans. Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour eux de ne pas se laisser ici vis-à-vis ici des interistes. Mais les interistes, peut-être parce que déjà, ce sont des habitués aussi des faits. Parce qu'on se rappelle, en 2010, ils étaient champions en Ligue des Champions. Parce que, conduit ici par José Mourinho, ce qui fait que, peut-être, comme ils ont l'expérience, il y a des grands joueurs parmi eux, peut-être, ils peuvent gagner cette coupe. Oui. Camara, est-ce qu'on peut dire qu'il est l'heure maintenant pour Pep Guardiola de remporter cette coupe aux grandes oreilles, puisqu'on se souvient depuis son époque Oui. au niveau de Barcelone, Pep Guardiola n'a jamais remporté cette coupe aux grandes oreilles. C'est une chance qui ne doit pas laisser se volatiliser dans les airs. Manchester City et l'Inter Milan vont s'affronter pour la première fois lors de cette finale. Voilà, l'Inter qui a composté déjà son billet pour la finale grâce à ses 3-0 marqués contre son voisin milanais. Parlant des deux matchs, voilà, l'accumulation des deux matchs, le résultat fait 3-0. Et en ce qui concerne Manchester City, ils ont réussi à ridiculiser les Madrilènes sur un score de 5-1. Les deux matchs. Aller-retour. Et donc là, sur le papier, ils sont favoris parce qu'ils ont été cette formation qui a bien arraché son ticket de qualification pour cette finale. Regardez le score, même en dit long. Le score, visant, connaissant même le football anglais, et comparativement au football italien, il y a quand même pas un grand fossé, mais il y a une différence avec les Anglais qui sont toujours au rendez-vous, qui s'y rattrapent, qui essayent de donner. Oui, mais camarade, non, mais camarade, mais camarade, quand vous dites cela, quand vous dites, attendez, qu'il n'y ait pas match entre ces deux clubs. Calmez-vous, voilà, calmez-vous. La première ligue. Je suis pas d'accord parce que allez-y. Si ils arrivent à dire, moi je dis qu'au jour d'aujourd'hui, les clubs du Serie A commencent à retrouver ici de gaz dans leur championnat. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que si vous prenez par exemple cette année-là, il y a 3 clubs italiens qui se retrouvent en phase finale. Ouais, vous comprenez? Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Italiens ou bien l'Inter Milan, c'est une petite équipe vis-à-vis ici de Milan, des Citizens. Mais quelque part, peut-être, je vais dire. C'est un honneur pour leur football d'avoir 3 représentants dans les grandes compétitions européennes, mais ça ne dit pas le tout parce que c'est face à un Manchester City qui est aussi premier au niveau de cette première ligue. Voilà, le club caracole carrément à la tête du peloton. Alors, ça fait du bien, ça risque de barder ce jour-là face à un Inter Milan, voilà, qui a difficilement validé son ticket parce que le score de la dernière rencontre n'était qu'1-0. Ça veut dire que tout laissait à croire que cette formation milanaise pouvait revenir pour renverser la tendance. Bien sûr, alors, monsieur, pour vous aider un peu, pour vous, lors de cette finale, quelle est l'équipe favorite? L'équipe favorite, bon, les pronostics seront carrément sur papier, mais je pense bien qu'au-delà du papier, Manchester City pourrait faire mieux que les interistes. Et vous, quelle est votre équipe favorite lors de cette finale? Je suis de même avec Ibrahim Lincoln. Pourquoi je le dis? Parce que ils annoncent des réservistes, les Citizens. Pourquoi je le dis? Parce que si vous prenez la composition de cette équipe par rapport à Inter Milan, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, vous comprenez? Mais comme sur papier, on peut donner ses pronostics et la réalité se trouve sur le terrain. Donc tout laisse à désirer sur le terrain. Et nous, on s'attend ici à une finale qui est grandiose, qui ne dit pas son nom, donc, et qui va aller au-delà de nos rêves. Donc, l'Inter Milan n'a aucune chance face à Manchester City, si je comprends bien. Logiquement, parce que nous connaissons à quel point cette formation de Citizens a des grosses dents. Oui. Erling Haaland, qui n'a pas encore fait parler son potentiel depuis qu'on s'est retrouvé dans cette phase d'élimination directe, notamment au niveau ce dernier carré, on va dire. Final, voilà. Erling Haaland n'a pas encore réagi. Donc, ça, c'est une bombe à retardement. Oui. Et je pense bien que c'est le jour de mais il a failli, hein, comme vous l'avez dit, il a failli marquer par ce coup de tête-là. Il était sur le point de marquer son 5. Mais comme il y a le redoutable Courtois qui est là-bas, donc c'était pas tout facile pour lui. Il faut beaucoup craindre qu'il fasse un sursaut d'orgueil pour remporter cette victoire devant les interistes. De chaque côté, quel est le joueur à surveiller lors de cette finale? De chaque côté, il y a quand même beaucoup de joueurs à surveiller du côté des Citizens parce qu'il y a Kevin De Bruyne. Si on vous demandait de choisir, quel est le joueur que vous allez choisir? Il faut beaucoup surveiller
saluer Erling Haaland parce que c'est un joueur qui est en forme du côté des Citizens. Il est en train de progresser, il est en train d'éclater et son potentiel est en train de s'étaler au vu et au su de tout le monde. Donc c'est très dangereux. Il faut beaucoup veiller aux graines pour ne pas que le joueur réussisse à s'échapper pour s'infiltrer dans la surface de réparation. Et du côté milanais. Milanais, il faut beaucoup veiller à ces joueurs tels que Lautaro. Voilà, Lautaro, Martinez, Dzeko, Alvarez, Dzeko, Barella. C'est des joueurs dont il faut surveiller à tout moment. Ils peuvent dégénérer. C'est des joueurs qui sont déroutants comme le citron sur le goudron. Donc là, ça risque de barder entre ces deux équipes. Bien selon vous, quel est le joueur à surveiller du côté de Manchester City seulement? Man City, je vais dire, il y a beaucoup de joueurs qu'il faut surveiller. Plus précisément, nous avons ce Belge, Kevin De Bruyne, qui est le moteur, la pièce maîtresse de cette équipe. Vous comprenez que, n'oublions pas, comme il l'a si bien dit, nous avons Haaland qui est là-bas, le cyborg norvégien qui est là-bas, donc qui n'a pas essayé de dire son dernier mot de ce dernier quart de la Ligue des Champions. Et Bernardo Silva aussi, parce qu'il ne faudrait pas qu'on le sous-estime, parce qu'ils arrivent aujourd'hui à mettre les bâtons dans les roues dans les équipes, aux équipes adverses, c'est ce que je vais dire, et ce qui fait que réellement, moi je prends presque tous les joueurs des Citizens. Je dis, il faut se méfier. Vous faire le choix un peu difficile. Bien sûr, parce que Pep a ce problème aujourd'hui. Oui. Mahrez ou Grealish, ou qu'il faut mettre en place, qu'il faut faire rentrer. Donc tout à fait Foden, qu'il faut remplacer. Donc tout à fait des problèmes à ce niveau. Oui. Alors, mais il a du potentiel. Le parti Inter Milan. Parce que là, moi, je vais me prononcer là-dessus, comme mon confrère l'a si bien fait. Logiquement. Par exemple, oui, logiquement, parce donc, que moi, je vais dire Inter Milan a un grand gardien, Onana. Onana qui... Onana. Oui, André Onana, le Camerounais. Onana est à surveiller. Bien sûr, parce que si vous regardez le championnat italien, il a beaucoup surveillé ici les meubles des interistes. Donc, c'est qu'il faudrait qu'il pense beaucoup à ce monsieur. Et aussi, nous avons à Serbie, nous avons Bastoni, vous comprenez? Et Çalhanoğlu, là aussi, c'est un joueur qui se marque, qui montre ses potentiels dans le championnat italien aussi. Et au niveau, nous avons Di Marco, nous avons Martinez, nous avons Dzeko. Et aussi, nous retrouvons ici Lukaku qui essaie de monter en flèche. Romeo Lukaku qui essaie de monter en flèche. Oui. Monsieur, la dernière question. Si on vous demandait de choisir qui de Julian Alvarez ou de Lautaro Martinez, aimerez-vous augmenter ce chiffre de 11 joueurs, avoir fait le doublé pendant la même saison, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions et gagner la Coupe du Monde? Coupe du Monde, voilà, c'est les deux champions du monde qui restent encore en lice. En lice. Voilà, qui peuvent gagner. Tous les autres Argentins sont déjà... Oui. Alors, si on vous disait de choisir, qui d'entre les deux choisirez-vous? Bon, il faut choisir Lautaro Martinez. Et laisser Julian Alvarez, le jeune joueur. Effectivement. Et vous, votre choix se porterait sur qui? Moi, je mise sur le nouveau talent. Ouais. Julien Alvarez, je mise sur lui parce que, imaginez, il vient de rentrer, ça n'a même pas fait 1 minute, il a marqué un but au Madrilène, donc qui a coupé le souffle des Madrilènes. Ouais. C'est un soir honoreux de votre part pour Julian Alvarez. Mesdames et messieurs, c'est ainsi prend la fin de notre émission sportive. La ligne médiane, on se retrouve à la semaine prochaine dans une nouvelle émission de la ligne médiane. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube. Storyblocks Audio.